Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'hebdo des éditos de ce dimanche 16 octobre 2022. 4 individus ont perdu la vie au petit matin de ce vendredi 7 octobre 2022. Une supposée coupure d'électricité d'une dizaine de minutes serait la cause de ces décès enregistrés au service de la clinique universitaire polyvalente d'anesthésie et réanimation du Centre national hospitalier et universitaire CNHU de Cotonou. Informé de la situation, le chef de l'État a affiché son indignation et aussitôt a instruit l'agence de régulation du secteur de la santé afin de s'occuper de ce dossier qui dépeint l'image des nombreuses réformes déjà engagées dans le domaine de la santé. Le procureur de la République également a été saisi pour les poursuites judiciaires appropriées. Des dispositions sont donc prises pour que ce drame ne se répète plus et que ce drame ne reste impuni. Que pensent mes débatteurs de cette actualité? Dans le cours de cette émission, chacun d'eux va donner son point de vue sur la question. Plus de 3 000 milliards de francs CFA, c'est la prévision budgétaire du Bénin pour l'année 2023. Ce projet de loi a été déjà transmis à l'Assemblée nationale pour être examiné et voté par les représentants du peuple. Cette information a été portée à la connaissance du grand public à l'issue du Conseil des ministres en date de ce mercredi 12 octobre 2022. Le sujet a retenu l'attention de mes débatteurs. Le gouvernement du Bénin va mettre en place un logiciel anti-plagiat pour traquer les professeurs plagiat dans les universités. Cette mesure intervient à un moment où l'exécutif a décidé de constituer une base de données numérique du fichier national des aspirants au métier d'enseignant du supérieur. Et enfin, si le temps nous le permet, nous allons aborder cette actualité relative à la reconstitution de nouveaux dossiers des ACE promotion 2003-2007 reversés en APE. Et pour opiner sur toutes ces thématiques que je reçois aujourd'hui, Prudence Akondé. Prudence Akondé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, chroniqueur indépendant. Merci de répondre à notre sollicitation. C'est un plaisir. Alors, Jean-Servais Aguégué, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est... Chroniqueur radio, chroniqueur à la radio Maranatha. Oui, bien sûr. Voilà. Eh bien, sur ce plateau également, Abel Dako, les correspondants de presse de la radio Liberté FM. Merci de répondre à notre invitation. Ben, c'est moi qui vous dis plutôt merci, sire. Voilà, sujet numéro 1 pour rentrer dans le vif de cette émission. Je le disais à l'entame de cette émission, vendredi noir à ce 7 octobre au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou-Maga, CNHU HKM de Cotonou. 4 patients admis dans le service de réanimation de ce complexe hospitaliers sont décédés suite à une coupure d'électricité. Des réactions d'indignation et de colère ont fusé de partout au lendemain de ce drame. Le chef de l'État a saisi l'autorité de régulation du secteur de la santé afin qu'elle s'occupe du dossier. Le procureur de la République également a été saisi. Une actualité qui n'a laissé personne indifférente, même mes débatteurs de ce jour. Alors, Prudence Akondé, c'est vous qui avez proposé ce sujet. Dites-nous pourquoi. Bon, cela va de soi, parce que l'actualité n'a laissé personne indifférente, donc elle ne m'a pas laissé indifférente aussi, puisque je suis béninois, j'ai suivi comme tout le monde. Là, je commence par présenter mes condoléances aux familles éplorées, pas présenter mes condoléances à la nation entière, puisque le chef de l'État même a pris à bras le corps ce sujet-là, pour que solution soit trouvée, pour que les responsabilités puissent être vraiment situées. Cependant, en fait, très tôt, l'émotion a gagné, à mon avis, beaucoup plus de personnes. On a très tôt dit que bon, le CNHU n'a pas fini d'être un mouroir, que en fait, on ne s'occupe pas correctement des patients. Pour moi, il faut savoir faire la part des choses. Déjà qu'il s'agissait de 4 décès et non de 11 comme cela a circulé. Cela a circulé sur la réseau. Oui, finalement. bon, en fait, c'était de l'intoxication. On ne peut pas dire autrement. Pourquoi les gens ont fait ça ainsi? Parce que nous sommes dans une société où les gens sont toujours en vie de s'exprimer. Et dès lors qu'ils trouvent une petite brèche,
ils s'incrustent dedans pour vider, en fait, à mon avis, hein, tout ce qu'ils avaient comme trop plein. Ouais. Donc, les réactions que les gens ont eues à propos de cette actualité-là, pour moi, n'est pas que du fait des décès qui ont été enregistrés, mais du fait peut-être d'autres frustrations qu'ils avaient et qu'ils, en fait, ils ont profité de ce canal-là, de cette actualité-là, pour pouvoir vider. Maintenant, quand nous prenons le cas CNHU, vous savez, le 30 octobre prochain, le CNHU aura 60 ans. Donc, c'est créé en 62. C'est vrai que nous ne sommes pas, pour ce complexe-là, nous ne sommes pas encore au niveau où on pourrait être, comme le pays d'ailleurs. Le niveau de développement où on pourrait être en 60 ans, on n'est pas encore là. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit jeter l'enfant avec l'eau de bain. Et moi, je tiens à cela. On ne peut pas jeter l'enfant avec de l'eau de bain. Si vous allez au CNHU, ce sont nos parents qui travaillent là-bas. On ne peut pas faire comme si ce sont des étrangers qui travaillent au CNHU. On ne peut pas faire comme si ce sont des expatriés qui travaillent au CNHU. Au CNHU, ce sont nos parents qui travaillent, ce sont nos amis qui travaillent, ce sont nos frères qui travaillent. Et quand il y a décès, ils sont touchés au même titre que nous. Oui, actuellement, nous n'avons pas un autre hôpital de référence. Donc même c'est le seul. Eux-mêmes, quand ils ont des parents qui ont des difficultés, c'est là on les amène. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse accorder le crédit de la conscience professionnelle là, à ceux-là qui travaillent au CNHU. En fait, on donne l'impression que ceux qui travaillent au CNHU, ce sont des inconscients. Ce sont des personnes qui n'ont aucune conscience professionnelle, qui font comme ils veulent. Non, parfois... Il faut l'accorder ce crédit. Non, il faut... ça peut même aller au-delà du crédit. Il faut pouvoir les encourager. Ce sont des professionnels quand même. Oui, ce sont des professionnels. Il faut pouvoir les encourager. Vous savez, pour un médecin, ce n'est jamais facile d'avoir un décès. Parce que ce n'est même pas bon pour la... Ce n'est même pas bon. Pour la crédibilité de l'hôpital. Pour le médecin, ce n'est pas bon. Donc, on va, certes, diagnostiquer le mal, comprendre ce qui s'est passé pour que, un dysfonctionnement amène à ce décès-là. Mais on va éviter de jeter l'enfant avec l'eau de bain. On va tout de suite éviter de spéculer, d'avancer, de dire des non-dits. Oui, on va éviter surtout de politiser la situation. Voilà, parce merci. Que c'est délicat. C'est délicat. On va permettre à Jean-Séver Guégué de donner son opinion par rapport à cette situation-là. Merci beaucoup. Vous savez, la situation de CNHU, c'est-à-dire le drame qui est venu, c'est vraiment un drame. Et il est important, en tant que Béninois, de montrer vraiment aux familles éplorées que nous portons tous la douleur, nous partageons la douleur avec la famille. C'est important qu'on sache que cela peut vraiment arriver à n'importe quelle famille. Et donc, on doit pouvoir véritablement séparer l'acte, mettre vraiment l'acte de côté pour porter vraiment la famille en partageant donc la douleur. Et comme le disait mon collègue Prudence tout à l'heure, le dossier est aux mains de la justice. Alors, lorsqu'il y a une situation comme ça, le procureur de la République est saisi, le porte-parole du gouvernement l'a certifié. Il y a aussi l'autorité de régulation du secteur de la santé qui est également saisie, et ce sera certainement le tout premier dossier. Et donc, test pour cette autorité-là. Et donc, lorsque ces instances qui sont assermentées, accréditées, sont saisies d'un dossier pareil, je pense qu'on doit pouvoir savoir raison garder pour laisser vraiment ces institutions étatiques faire leur travail dans le calme. Il n'est pas question de faire beaucoup de supputations autour de ce dossier-là. Restons simplement sereins et ayons les résultats devant nous pour pouvoir apprécier. Cependant, c'est quand même important de faire quelques réflexions à haute voix. Parce que au niveau de ce service de réanimation, le gouvernement du Bénin
en 2007, en 2017, j'allais dire, a acquis des engins, des groupes électrogènes de grande capacité mis à la disposition. Donc, le porte-parole du gouvernement l'a rappelé. Il y a aussi en 2019 un autre groupe qui a été, donc tout au moins actuellement fonctionnel dans ce sens-là. En 2021, hein, 2021, un deuxième groupe. Et le porte-parole du gouvernement l'a spécifié en disant qu'il y a un groupe qui a été spécialement mis à la disposition donc, du service de la réanimation. Cela veut dire que le gouvernement prend quand même conscience de l'enjeu au niveau de ce service-là pour que de pareils drames soient vraiment évités. Et donc, on peut quand même s'interroger parce que vous savez, il est question de la fourniture de l'énergie électrique. Et le code qui régit ce secteur-là en République du Bénin dispose donc en ces articles 55 et 56, si mes souvenirs sont vraiment bons, que ce service, la fourniture donc de l'électricité en République du Bénin doit être un service continu. Continue. Mais il peut arriver que ce service puisse connaître un peu de dysfonctionnement où on soit obligé, n'est-ce pas, d'interrompre. Mais dans ce cas-là, la structure qui est en charge, n'est-ce pas, de la fourniture de ce service devrait au préalable pour informer, n'est-ce pas, le bénéficiaire de services pour que des dispositions soient prises pour qu'on évite ce qui s'est passé. Alors, est-ce que la SB2E, qui est aujourd'hui donc en charge de ce service-là, a pris cette disposition? C'est un sujet de réflexion. Et il faut aussi aller dans ce sens. Comme le dit mon collègue, il n'est pas question vraiment de commencer par blâmer le centre et aussi ceux qui travaillent. Parce que vous savez, moi j'ai commencé par m'intéresser un peu au secteur de la santé depuis quelques dizaines d'années. J'ai vu que ce secteur est un secteur vraiment délicat. Vraiment sensible aussi. Très sensible. Il m'était arrivé en 2008 sur la base donc des grognes que j'avais donc entendu au niveau d'abord des travailleurs de la maison et au niveau de certains gens qui se disent au sein de la population, de me porter au niveau du centre pour aller faire des investigations. Première réaction, j'ai rencontré donc le syndicat de la maison pour les écouter, j'ai pris donc les éléments. Mais vous savez, notre métier exige que nous puissions équilibrer l'information. Tout à fait. Je me suis donc porté vers les responsables de la maison pour vraiment aussi avoir un autre son de cloche. Un autre son de cloche. Et c'est là vraiment que je me suis rendu compte qu'il faut véritablement que nous puissions tenir à cette disposition de notre déontologie, à savoir équilibrer l'information. C'est là où j'ai pu écouter vraiment aussi la part de vérité de ces responsables-là, et ça m'a amené à reconsidérer le sujet autrement pour faire quand même un travail que j'ai considéré comme un travail professionnel. Et donc c'est important qu'on ne jette pas de discrédit sur un secteur. Et il faut l'expliquer aux gens. Vous savez, au Bénin, nous avons 34 zones sanitaires qui couvrent l'ensemble du territoire national. Et ce sont généralement les cas qui sont désespérés, c'est-à-dire les cas qui échappent au contrôle des autres formations sanitaires qui sont référées, n'est-ce pas, au CNHU pour être traités. Et donc, généralement, ce sont donc des cas qui sont déjà en état vraiment désespéré. Et donc, ces travailleurs qui sont servis dans ce centre font quand même de leur mieux pour que la situation soit sauvée. Voyez, et donc, il n'est pas question, c'est vrai, je vais revenir dessus, il n'est pas question tout de suite de discréditer le centre. Il faut qu'on leur fasse confiance, il faut qu'on leur donne du crédit, il faut qu'on les encourage, parce que ce qu'on ne dit pas très souvent aussi, ce n'est que le mal qui fait du bruit. Mais le bien ne fait pas de bruit. Oui, le bien ne fait pas de bruit. Merci. Et dans le sens, dans ce CNHU, c'est des dizaines de naissances qui sont aussi enregistrées tous les jours. C'est des vies qui sont sauvées. Merci. Jean-Servais, on vous a compris. Abel Dako, quelle lecture faites-vous de cette situation qui a prévalu au CNHU? Je voudrais m'incliner très respectueusement devant la mémoire de ces compatriotes, de ces Béninois qui ont perdu la vie au CNHU. Je voudrais avoir une pensée spéciale, une pensée pieuse pour les familles de ces victimes. Et après ce travail, je voudrais que nous puissions véritablement situer les responsabilités. Vous avez fait une très belle démonstration que j'apprécie beaucoup. J'apprécie le travail d'investigation que vous avez fait dans cette maison. Au-delà de ces considérations, attention, on ne va pas dans un centre hospitalier qui plus est un centre de référence pour perdre la vie. Je suis désolé. Vous avez rappelé les moyens mis à la disposition de ce centre par le gouvernement béninois pour que des Béninois, comme vous l'avez dit, des cas désespérés qui mettent pied dans cette maison puissent ne pas en sortir les pieds devant, mais plutôt sur leurs pieds. Attention, de quoi parlons-nous?
voilà quelqu'un, voilà deux personnes qui vont au centre hospitalier et dans un centre de réanimation. Ce n'est pas ce que les Béninois revendiquent aujourd'hui. Enfin, ce que le cri ou les cris de ras-le-bol des Béninois, ce n'est pas par rapport au centre lui-même, ce n'est pas par rapport à des Béninois qui, au demeurant, des Béninois spécialistes qui, au demeurant, travaillent de jour comme de nuit pour sauver des vies. Écoutez, ça fait quand même une dizaine d'années que des spécialistes de la santé, et je ne vous apprends rien sur ce plateau, je n'apprends rien aux téléspectateurs, que les meilleurs agents de santé, les meilleurs Béninois, sinon une bonne partie de Béninois spécialistes de la santé se trouvent aujourd'hui à Paris et font office de bons spécialistes. Je rappelle donc qu'il y a 10 ans, j'ai suivi cette émission sur une chaîne de télévision de la place où ces spécialistes ont été interviewés. Ils ont dit, je les cite, même si on me donne 3 fois le salaire, 3 fois ce que je gagne en France, je ne pourrais pas venir travailler au Bénin chez moi. Fin de citation. Mais si vous avez accepté faire le job, faites-le dans les conditions les plus optimales pour que lorsqu'il y a une situation, on puisse apprécier en tenant compte des tenants et des aboutissants. Qu'est-ce que je voudrais dire? Nous parlons de centre de réanimation. Attention, c'est de gens qui vont, lorsqu'ils sont entre la vie et la mort. En aucun cas, on ne pourrait admettre qu'il peut y avoir coupure. Et ça, vous avez bien fait de rappeler donc les articles 52, 53 et 54 pour les dispositions en la matière. Mais il y a des groupes de relais et vous avez vu, le gouvernement est monté au créneau à travers son porte-parole pour pouvoir situer les responsabilités. Qu'est-ce qui s'est passé? Un groupe, ça s'entretient. C'est vrai, les services compétents sont déjà sur le dossier. Mais comme on le dit l'adage de chez nous, on ne peut pas frapper quelqu'un et lui éviter de pleurer encore. Je pense qu'au-delà de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est le trop-plein des Béninois, c'est le trop-plein que les Béninois sont en train de vider aujourd'hui. Vous n'êtes pas, c'est un secret de polichinelle, c'est des cas qui sont, ce n'est pas exagéré de le dire ainsi, c'est des cas qui sont fréquents au CNHU. C'est parce que maintenant là, ça a débordé véritablement que les gens en parlent. Sinon, si vous avez votre travail d'investigation, vous aurez amené à écouter ces choses-là où les Béninois se plaignent donc de la qualité du service ou pour des erreurs. Et là aussi, peut-être qu'un débat, on mènera le débat là-dessus. C'est-à-dire à vous suivre, est-ce qu'aujourd'hui, vous jetez la pierre au système actuellement en place au niveau du CNHU? Ce n'est pas jeter la pierre, mais c'est apprécier la situation au regard de ce que ces familles endeuillées aujourd'hui vivent. C'est apprécier c'est un système, j'ai commencé par faire la démonstration parce que, je peux me tromper, le gouvernement a un projet d'annexer un certain nombre de services à l'hôpital militaire, donc le camp à Guézo, si mes souvenirs, enfin si mes informations... L'hôpital HIA qui est désormais ensemble avec le CNHU. C'est qu'au haut niveau même, la situation tient à cœur le chef de l'État qui a un certain nombre de réformes, même concernant ce secteur de la santé. Donc, si c'est un hôpital de zone, et il a rappelé, lorsque vous avez un demi-siècle plus, bientôt 10 ans, il y a un certain nombre d'erreurs qu'on ne peut plus vous reprocher. Attention, vous avez fait la démonstration un instant, s'il vous plaît. Oui. Lorsque le spécialiste, et Akondé aussi l'a dit, lorsque le spécialiste, pour une raison de manque de bouteilles d'oxygène, voit son patient mourir, on ne peut pas jeter la pierre au spécialiste. On vous a compris, Ahmed Dako. Prudence Akondé, au-delà de tout ce qu'on a eu à dire aujourd'hui, quelle est votre appréciation par rapport aux propos de Abel Dako? D'abord, on ne fait pas l'apologie du mal, en fait, de l'erreur. Non, pas du tout. C'est pas de ça qu'il s'agit. On ne fait pas l'apologie des erreurs, non. De la mauvaise organisation, non. Mais il y a une question fondamentale qu'on doit se poser. Quel intérêt le CNHU, les travailleurs du CNHU, l'administration du CNHU ou même du service de réanimation, quel intérêt ils ont à ce que le drame qui s'est produit se produise? À mon avis, ils n'en ont pas.
Sinon que, en fait, ils savent que si jamais cela arrive, c'est les désagréments, en fait. La colère des populations qui les suit maintenant, c'est ça qui me suit. Donc, dès le départ, il y a de la bonne foi. Pour moi, c'est à prendre en considération. Dès le départ, il y a la bonne foi. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a eu de bonne foi qu'il n'y a pas eu erreur, qu'il n'y a pas eu problème. Mais c'est là où le problème s'est posé qu'il faut qu'il faut comprendre, aller le résoudre. Pour moi, il est important de s'inscrire dans une démarche plutôt, je dirais, sociologique, une démarche explicative, qu'une démarche d'accusation, en fait. On fait une enquête à charge. En fait, pour vous, ça ne devrait pas être le cas. Pour moi, on peut éviter de le faire. On ne peut pas. En fait, quand vous faites une enquête à charge, c'est comme, bon, en fait, vous accusez déjà la personne sans savoir le problème qui s'est posé. Aujourd'hui, nous en convenons tous, c'est quelque chose qui ne devrait pas se produire, mais ça s'est produit. Qu'est-ce qui nous dit que toutes les dispositions n'avaient pas été prises et que ce qui s'est passé échappe au contrôle de tout le monde? Ce n'est pas parce que nous sommes dans un hôpital de référence que des choses ne se passent pas. Même ailleurs, ça se passe. En fait, il y a des situations totalement imprévisibles qui se passent. Donc, moi, pour un départ, je préfère dire que ce n'est pas de la faute de quelqu'un. C'est la faute, en fait, c'est un problème qui s'est posé. Allons découvrir ce qui s'est réellement passé. Oui, ce qui s'est réellement passé. Au lieu de commencer par dire, en fait, c'est le système qui n'a pas bien fonctionné, c'est celui-ci qui n'a pas bien agi. Donc c'est c'est trop tôt d'aller, de tirer des conclusions. Des conclusions. Okay. Maintenant, très rapidement, oui, allez-y. Maintenant, cela ne m'empêche pas de dire que on peut peut-être, cette situation-là nous amène à avoir plus d'ambition. Cette situation nous amène à être plus rigoureux vis-à-vis de nous-mêmes, à avoir un système plus performant. Oui, je n'en disconviens pas que la situation doit nous permettre de rebondir, de mieux faire. Pour prendre d'autres initiatives pour ne plus assister à ce drame-là. Mais on doit éviter de faire une enquête. Oui, absolument. Très rapidement. Oui, très rapidement. Ce que je disais, hein, ce n'était pas dédouaner, ce n'était pas de dédouaner qui que ce soit. Parce qu'il est question de la vie humaine. Et la vie humaine est sacrée. Les textes qui régissent la République du Bénin l'ont certifié. La vie humaine est sacrée. Et chaque fois qu'on arrive à en perdre, il faut vraiment en aucun cas chercher de dédouaner qui que ce soit. Mais en attendant d'en arriver là, il faut situer les responsabilités. C'est-à-dire qu'il faut essayer de savoir ce qui s'est passé. C'est déjà heureux, par exemple, que le gouvernement de notre pays ait pris le dossier à bras le corps et ait instruit donc ceux qui sont spécialisés pour le faire. Et donc, moi, je voudrais simplement que nous puissions attendre que ces services qui sont accrédités puissent rendre compte de leurs investigations pour être situés. Pour que nous soyons situés. Alors, juste, bon, pour que nous soyons situés. Mais je le dis, je n'hésitais pas à aller au thème donc de mes propos, permettez que je puisse aller. Vous savez, ce qu'on reproche à un professionnel, c'est de tomber dans des fautes évitables. Et vous allez voir, il y a des documents qui régissent le secteur de la santé qui l'ont dit. La politique de la santé de notre pays l'a dit. On doit tout faire pour éviter des décès dus aux causes évitables. Alors, on doit le faire. Et donc, en ce sens-là, tous ceux qui travaillent dans le secteur, que ce soit donc les travailleurs, que ce soit ceux qui sont au niveau de l'administration, que ce soit le gouvernement de notre pays, tout le monde doit savoir que nous nous sommes engagés pour que les causes, les décès évitables soient évités. Voilà, justement. Donc, c'est important vraiment de le savoir et responsabiliser les gens pour savoir. Ceux qui se sont engagés à faire ce travail-là, les médecins qui travaillent, donc, doivent le savoir. Et savoir que chaque fois qu'il y a un décès, c'est un discrédit qui est jeté sur beaucoup d'années d'efforts. Alors, justement, vous le disiez, vous tous, vous les trois, vous le disiez, que le chef de l'État a pris à bras le corps cette situation et l'ARS qui a été saisi du dossier a déjà entamé ces discussions. On va suivre un élément qui est réalisé par la rédaction de ETélé et on va revenir juste après. Le drame survenu ce vendredi 7 octobre 2022
a fait objet de la descente de l'autorité de régulation du secteur de la santé au Centre national hospitalier universitaire Ubekutukumaga de Cotonou. Un drame qui a causé le décès de 4 patients suite à un dysfonctionnement dans le service d'animation. Saisi par le chef de l'État, l'autorité de régulation du secteur de la santé s'empresse. Depuis le vendredi, la cellule dédiée aux investigations est déjà sur le terrain, a déjà fait beaucoup de travail. Nous venons aujourd'hui parce que membre du collège pour signifier au directeur de l'hôpital que nous suivons les investigations qui sont faites par la cellule et qu'elle nous rend compte et que les choses avancent. Mais nous, ayant été saisis, nous devons aller au fond avant de parler. Donc tant qu'on n'a pas fini, tant qu'on n'a pas tous les résultats des investigations, nous ne pourrons pas nous exprimer. La RSS est aussi allée à la rencontre des familles endeuillées pour leur présenter les condoléances du chef de l'État et leur témoigner la compassion des membres de l'autorité de régulation. Il est apparu très important pour l'ARS d'aller vers les familles éplorées pour 2 raisons. La première, c'est pour leur témoigner notre compassion en présentant les condoléances du chef de l'État et de toute la nation. Et la deuxième raison, c'est d'aller les écouter pour les entendre sur le vécu qu'elles avaient de l'incident et ce qu'elles avaient constaté. L'ARS a déjà commencé à rendre visite à ces familles pour aller remplir ces 2 missions-là. Le CNHU, à travers son directeur général, partage la douleur et la peine des familles éplorées. Je voudrais présenter toutes nos condoléances aux parents de familles éplorées. Ce qui est survenu est un incident dont nous avons pris toute la mesure et, comme vous le demandez, des actions ont été prises pour que cet incident ne se reproduise plus. Dans toute organisation, vous avez beau pris l'ensemble des dispositions, ça peut dysfonctionner quelque part et c'est le rôle de l'ARS d'investiguer et de pouvoir élucider réellement la cause de ce qui s'est produit. Et je peux vous dire aussi que la justice a été également saisie et enquête sur la question. Ce passage de l'autorité de régulation du secteur de la santé va permettre de mieux ficer les Béninois à travers la démarche menée par le gouvernement pour élucider les faits. Voilà, d'accord. Réaction. Je voudrais dire qu'au-delà de cet élément, que sur le plan de la justice, 25 personnes ont été écoutées. Il y a 4 qui sont poursuivis et déposés en prison. Le chef de la division électricité, l'un de ses collaborateurs et 2 électriciens de la société en charge du bon fonctionnement du générateur d'oxygène du service de réanimation. Leur audition, c'est pour le 25 prochain. Donc, comme vous le disiez, les jours à venir, nous situerons davantage sur cette situation. Donc, ce n'est pas trop précipité que de quand même analyser un certain nombre de pans de cette situation. Président Sarkozy. Nous allons garder patience et attendre les conclusions de l'ARS. Suivre le dossier en justice aussi, puisque quand c'est en justice, bon, on n'a pas le droit de d'épiloguer aussi sur ça. Donc, nous allons essayer de garder notre patience afin que ces 2 instances-là livrent les conclusions de leurs travaux. Et là, bon, on sera mieux situé, on pourra mieux opiner, on pourra faire davantage de propositions pour que la situation s'améliore. Oui, je pense que la situation devrait donc, au-delà de tout ce qui est dit, nous amener à redoubler davantage de vigilance. Chacun à notre niveau. Vous savez, nous ne regardons pas seulement les travailleurs du secteur de la santé, nos journalistes. Nous devons redoubler de vigilance et bien faire notre travail. Ceux qui sont en charge donc de la gestion du pays aussi, chacun doit vraiment veiller au grain parce qu'il est question de la vie humaine. Lorsque on fait tout ceci,
même si on envoie des gens en prison, on les emprisonne, on sanctionne. Les vies décédées ne Les reviendront vies pas. décidées, il n'y aura pas de résurrection. Ouais. Vous comprenez? Et donc, les familles qui ont été... Nous sommes tous des Béninois, donc compartis, voilà, j'y arrive, avec ces familles-là. Mais redoublons de vigilance. Il n'y a pas à aller dormir. Chacun, là où nous sommes placés pour faire quoi que ce soit, nous devrons vraiment très bien le faire, être dans l'anticipation plutôt que d'attendre vraiment que le drame arrive avant de commencer par faire tout ce que nous faisons là. Et tout ceci, Vraiment, hein, c'est pour le développement du pays. Bénin. Absolument. Voilà, merci pour ce premier sujet. Deuxième sujet de cette émission, le gouvernement du Bénin a décidé de transmettre à l'Assemblée nationale le projet de budget exercice 2023. Cette actualité a retenu votre attention, Abel Dacour. Plus de 3 000 milliards pour assurer le développement du pays dans plusieurs secteurs d'activité. Oui, plus de 3 000 milliards contre un peu moins de 3 000 milliards l'année dernière. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Je dis une bonne nouvelle parce que nous estimons que, et on attend que les différents ministres fassent le débat et fassent leur passage à l'Assemblée nationale pour nous situer par rapport au contenu donc, de cette cagnotte que le gouvernement est en train de prévoir. Et si au thème donc, du 31 décembre, au plus grand tard, l'Assemblée nationale arrive à donner donc, son aval pour l'exécution de ce budget-là. D'abord le vote, d'accepter et ensuite donner son aval pour l'exécution. Je dis que c'est une bonne nouvelle parce que au regard donc, de ce qui est entendu ça et là, c'est que ce budget prend en compte un grand volet de ce que les Béninois ont espéré depuis bien longtemps, c'est-à-dire le volet social. Alors, Jean-Servais Aguigui, ce projet de loi de finances gestion 2023 vient à nouveau confirmer le virage social du gouvernement déjà relevé dans les budgets précédents et montre que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a traduit dans les faits son engagement du mandat hautement social. Hautement social, 45,6% à peu près. C'est la part belle qui est faite donc au volet social dans ce budget, ce qui est annoncé. Mais avant d'arriver là, il y a eu d'abord un collectif budgétaire qui a essayé, n'est-ce pas, de réajuster les choses à hauteur de 16% à peu près. Le budget en exécution pour apporter une certaine sécurité au niveau donc du pouvoir d'achat, n'est-ce pas, des Béninois. Et je pense que c'est vraiment important que le gouvernement ait pu donc prendre des mesures nécessaires pour joindre l'acte à la parole. Seulement, il est question de revenir sur quelques éléments. Vous savez, une chose est de prévoir. Une chose est de prévoir un budget pour certains volets, mais l'autre chose est de véritablement pouvoir les exécuter. Et c'est dans l'exécution généralement qu'on a souvent des difficultés. Vous savez, lorsque le budget est voté comme ça, il y a des documents d'exécution du budget qui sont également édités, mais généralement, ces documents ne sont pas connus pour la plupart du temps de ceux qui devront exécuter véritablement ce budget. Je vais vous donner un exemple pour étayer ce que je suis en train de dire. Allez-y. En 2019, par exemple, le gouvernement avait dans le budget de l'État, avait réservé une certaine partie pour ce que nous avons appelé les fonds FADEC. Les fonds FADEC, donc pour ce qui concerne les communes, les communes, le fonds d'appui au développement des communes. Et vous savez que de 2019 jusqu'à cette année, ce montant prévu n'a pas pu être exécuté. Et lorsque vous rapprochez donc de ceux-là qui sont devenus donc les trésoriers communaux, c'est-à-dire ceux qui sont placés au niveau des mairies pour s'occuper de la gestion de ce fonds, c'est que le document qui devrait vraiment leur permettre d'exécuter le budget, le document n'a pas été tout à fait explicite. Il est dit par exemple que pour pouvoir consommer certains montants, au niveau de ce fonds, les gens doivent, au niveau des communes, parcourir un certain nombre de distances. Et vous voyez, on a parlé de 50 km, par exemple, avant de pouvoir avoir droit à un repas au niveau, par exemple, de la gestion de ce budget. Mais c'est fait qu'il y a certaines communes, des activités qui devront se faire dans certaines communes, et le rayon de couverture ne dépasse pas 50 km. Voilà. Et donc, ceux qui sont chargés d'exécuter le budget sont retrouvés donc confrontés à ça, et le besoin est là. Le besoin est exprimé par la population, mais les gens ne peuvent pas décaisser le fonds. Donc, je voudrais vraiment dire qu'une chose est de prévoir
45% ce budget pour le fonds, pour le volet social, mais l'autre chose est vraiment de prendre les documents nécessaires pour que ce soit effectivement consommé. Sinon, ce serait vraiment gâché. Voilà, Prudence, oui, pour le permettre, Abel Dako, Prudence a accordé, en plus des dépenses sociales définies comme prioritaires, les interventions de l'État à sensibilité sociale, un cumul à elle seule 1000 milliards de francs CFA correspondant à 45,6%, comme en parlait Jean-Séverin Guégué tout à l'heure. Prudence Akore, quelle analyse en faites-vous? Vous savez, d'abord, le budget, 3 000 milliards, c'est beaucoup d'ambition. Il faut aussi noter que cela s'inscrit dans un programme budgétaire. Pour les 3 prochaines années, je pense qu'on a prévu des projets qui devraient aller jusqu'à 12 000 milliards. Donc, il est possible que, en fait, pour les 2 prochaines années, nous puissions connaître des budgets peut-être de 4 000 milliards ou de 5 000 milliards, qui sait. C'est en fonction des besoins? Oui, c'est en fonction. En fait, il y a des réformes qui l'expliquent. On va revenir dessus. C'est le gouvernement qui a établi son programme budgétaire qui dit, en fait, au lieu de faire des budgets d'1 an à chaque fois, nous prévoyons un programme de 3 ans. Et chaque année, nous exécutons en fait une partie du programme. C'est vrai que ce programme-là intègre totalement le programme d'action du gouvernement, intègre d'autres programmes comme le plan de développement en fait il me semble 2018 et 2025. Sur ces points-là, oui, il faut apprécier les efforts du gouvernement, il faut dire que ça avance. Mais bon, 45,6% pour le social, c'est très intéressant à entendre. C'est important. C'est très intéressant à entendre. Vous voulez dire quoi concrètement par là? Oui, en fait, vous savez, entre ce que nous entendons et ce que nous vivons, parfois il y a un petit décalage. Sinon, parfois le décalage il est grand. Ce que nous allons souhaiter, c'est que entre ce que nous entendons et ce que nous allons vivre, que le décalage ne soit pas trop grand. Que les gens, les Béninois et les Béninoises puissent vraiment sentir que, bon, là, nous sommes de plein pied dans une année où le gouvernement s'investit davantage dans le social. Vous savez, parfois aussi, quand nous faisons des annonces comme ça, et que après ce que les gens ont espéré à la suite de ces annonces-là ne viennent pas, la douleur est plus grande. Vous savez, la gouvernement de la rupture, elle est dans une dynamique de prévoir et de le faire. Oui, je n'en disconviens pas. Mais l'année passée, on a dit aux gens qu'on va faire de la revalorisation. Et vous savez, ça fait plus mal quand vous espérez et vous ne l'obtenez pas. Et ça fait plus de 10 mois que les gens s'espèrent que, bon, ça puisse, ils puissent avoir ce qu'ils... Non, d'accord, il faut reconnaître peut-être que le gouvernement est dans une dynamique, dans une politique et à son calendrier. Je ne refuse pas que... Non, je ne refuse pas que... mais en fait, que... malgré son ambition, le gouvernement soit obligé de faire face à des situations totalement imprévues. Je ne le dis pas. En fait, je ne suis pas contre ça. Bon, vous êtes d'accord qu'on peut prévoir, mais dans le même temps, il y a des imprévus. Il faut que le décalage ne soit pas trop grand. Sinon, la pression psychologique qu'on crée dans la tête des gens, c'est encore plus. Ah ben d'accord, nous allons faire la part belle au social dans ce projet de budget de 2023. Et moi, j'ai la ferme conviction que c'est un volet social qui va être véritablement exécuté. Disons que soyons optimistes et croyons fermement la bonne foi, la bonne volonté du gouvernement qui a à cœur les réalités les réalités sociales des populations. Vous voyez, je comprends et je partage entièrement, et ça c'est la réaction de tous les Béninois que vous portez sans nul doute
sur ce plateau. Mais je dis que le chef de l'État, quoi qu'on dise, le gouvernement en général, quoi qu'on dise, écoute bien les Béninois et c'est ce que les Béninois vivent au quotidien. Chaque chose en son temps. Il faut encore attendre un tout petit peu. Il faut 9 mois, ce n'est pas beaucoup. Vous l'avez dit et j'ai beaucoup aimé ça. Vous savez, entre la réalité et la mise en pratique donc de ce que l'on a prévu, ce n'est jamais pour autant tout de suite facilement applicable parce que dans l'exécution, il y a des réalités, enfin il y a des priorités que vous trouvez dans les priorités. C'est-à-dire que lorsque vous prévoyez si vous trouvez que ceci est plus important, qu'il faut faire passer avant l'autre, et on fait fi donc de ce qui a été dit préalablement. Moi, j'ai encore une fois la ferme conviction que dans cette année budgétaire qui va commencer très prochainement, que les Béninois pourront pousser véritablement un ouf de soulagement. Ça, c'est le hautement social. Oui, hautement social. Non, mais voilà, deux, trois choses rapidement à dire. En fait, il y a des éléments qui expliquent un peu l'augmentation de ce budget. Je vais peut-être m'attarder un peu dessus. Nous sommes en train d'aborder une année où le gouvernement du Bénin lance une nouvelle politique en matière de santé. On est en train de parler d'une nouvelle politique en santé communautaire qu'on appelle le One Health, l'approche une seule santé, où désormais on ne parlera plus simplement, la santé communautaire ne sera plus seulement question de parler de la santé de la mère, de l'enfant, la santé des enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et autres là, mais désormais l'approche où non seulement la santé humaine sera prise en compte, la santé environnementale sera prise en compte, la sécurité alimentaire sera prise en compte. Donc, un ensemble de santé qui intègre beaucoup de volets. Et donc, l'approche One Health. Et au niveau de la santé communautaire de notre pays, il y a ce qu'on appelle les relais communautaires. Les gens, par exemple, qu'on a essayé de prendre au niveau de la société, au niveau de la communauté, qui représentent un peu les agents de santé au niveau de leur village. Vous savez que la politique sanitaire de notre pays s'arrête simplement au niveau arrondissement. C'est-à-dire que il n'y a pas de centre de santé dans tous les villages. Vous voyez? Et donc, il y a ce qu'on appelle les relais communautaires qui ont été recrutés et qui s'occupent un peu de la santé, de relayer un peu les agents de santé au niveau de leur communauté. Alors, ces relais communautaires, jusqu'à présent, ont été payés à hauteur de 15 000 francs le trimestre. Le trimestre. C'est-à-dire, en fait, c'est un truc, c'est du volontariat, ils font. Vous voyez, c'est du volontariat, ils font. Et maintenant, la nouvelle politique qui entre en vigueur cette année est en train de prévoir de payer à ces relais-là 50 000 francs le mois. Soit 150 000 francs par trimestre plutôt que de 45 000 francs par trimestre. C'est une avancée. C'est une avancée. Donc il y a des éléments qui peuvent donc expliquer un peu la hausse là. Et c'est important de le dire. Deuxième chose qu'il faut dire. Très rapidement, parce qu'on va... Très rapidement. Exécuter un budget, c'est des documents qui exécutent le budget. C'est des papiers qui exécutent le budget. Lorsque ceux qui s'occupent, n'est-ce pas, de l'exécution de budget n'ont pas ces documents-là, ils ne vont pas les... Parce que vous savez, personne n'a envie d'aller devant la criette. Lorsque l'exécution ne suit pas les règles de l'art, ça ne va pas s'exécuter. Oui. Et troisième chose pour finir ce dossier-là, quand on parle de hautement social, et nous devrons vraiment le comprendre depuis, en tout cas pour cette année que nous sommes en train de finir, le hautement social, le gouvernement de Patrice Talon ne rentrera pas dans les maisons pour distribuer de l'argent aux gens. Vous comprenez? Donc ça, le hautement social, c'est sûr que bon, c'est ce que chacun fait. Peut-être il y a peut-être certains services qui seront subventionnés, le carburant par exemple, l'autre là, pour que bon, ça se sent un peu dans les poches, mais soyez-en rassurés. On ne passera pas dans les maisons pour nous distribuer de l'argent. Nous devrons donc travailler pour mériter notre salaire. Alors, juste en quelques secondes, pour clôturer ce sujet, juste en quelques 10 secondes, Jean-Xavier Aguigui, peut-on conclure alors que le président Patrice Talon et son équipe font montre d'une maîtrise parfaite des leviers pour maintenir la dynamique de développement du Bénin? Juste en quelques secondes. Oui, on peut le dire. On peut le dire. Mais très souvent, vous savez, vous devez déjà me comprendre sur ce plateau, je ne me jette pas souvent comme ça dans les bras. Hein, vous savez, la politique, je fais souvent beaucoup d'attention. C'est généralement la fin qu'on apprécie vraiment. C'est à l'aune des résultats qu'on pourra apprécier les efforts. Mais c'est déjà quand même bien de l'avoir prévu
faut qu'on prenne les dispositions pour les aider. Merci beaucoup, Abel Dako. Juste quelques secondes pour clôturer ce sujet. Vous êtes d'avis? Je suis parfaitement d'avis. Je suis parfaitement d'avis et je regarde l'avenir avec confiance que tous les Béninois d'ici là. L'essentiel, c'est de travailler et c'est de compter sur donc la bonne foi, la bonne volonté du gouvernement. Alors, Président Sakondé, oui, vous êtes à l'analyse de tout ce qu'on a eu à dire aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le gouvernement est toujours dans cette dynamique-là du hautement social comme là? Juste en quelques secondes. Oui, vous voyez, quand on prend les dernières années, on constate que la croissance du PIB, c'est autour de 6,0. Oui, ça démontre en fait l'engagement du gouvernement. Ça prouve que les efforts sont en train d'être concrétisés. Mais à mon avis, c'est encore macro, c'est encore au niveau macro, au niveau micro, bon, ça peine toujours à se faire remarquer. Donc, développement au niveau macro, oui, nous avons de l'assurance, mais au niveau micro, bon, je pense que nous pouvons encore faire des efforts. Merci beaucoup, chers débatteurs. Troisième sujet de cette émission, le Conseil des ministres de ce mercredi 12 octobre 2022 a décidé de la mise en place d'un logiciel de test de plagiat dans le cadre de la constitution de la base de données numériques du fichier national des aspirants au métier d'enseignant du supérieur. Il s'agit de promouvoir une production scientifique de haute facture qui traduise la matérialité de l'excellence au niveau de l'enseignant du supérieur. Ce faisant, il est attendu une écriture plus vertueuse des articles scientifiques, mémoires et thèses en parfaite conformité avec les normes internationales et des règles édictées par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Alors, à travers donc l'instauration d'un tel mécanisme de lutte contre le plagiat, il s'agit pour le gouvernement de promouvoir une production scientifique de haute facture qui traduise la matérialité de l'excellence du niveau de l'enseignement du supérieur. Alors, Jean-Servais Aguigé, ce sujet a retenu votre attention. Pourquoi? C'est important de saluer cette décision prise donc, par le gouvernement. Mais je vais quand même le signifier. Cette pratique était déjà en vigueur à l'université. Vous savez, quand vous produisez des articles, avant que cela ne soit publié dans des revues scientifiques, il y a un test du plagiat qui est fait à travers déjà des logiciels qui existent et on doit voir, lorsque on applique, n'est-ce pas, le test, on fait passer votre article par le logiciel, il est en mesure de démontrer tout ce que vous avez copié dans des livres, sur des sites internet, tout ce que quelqu'un d'autre avait dit et que vous avez reporté dans votre article. Si c'est une citation, on saura que ça c'est une citation. Mais si c'est des phrases dont vous vous êtes approprié sans citer l'auteur, eh bien c'est clairement souligné et c'est montré à un certain pourcentage de crédibilité votre document. Et donc c'est important que on puisse donc saluer, n'est-ce pas, cette décision qui est prise par le gouvernement. Cela montre tout le sérieux qu'on veut, n'est-ce pas, toute la crédibilité qu'on veut donner aux productions scientifiques qui émanent, n'est-ce pas, des cadres béninois, et pour que tous ceux qui ont envie de continuer les études, les études donc, dans le supérieur puissent savoir qu'il n'est pas question d'aller recopier le document de quelqu'un d'autre pour aller avoir des diplômes. Tout diplôme obtenu en République du Bénin doit pouvoir être mérité. Et c'est donc en cela que le gouvernement donc a pris, n'est-ce pas, en train de prendre la décision pour que ceci soit officiellement, sinon plus institutionnalisé, pour qu'on sache que voilà désormais ce qu'il y a à faire. Je n'ai pas vraiment en tête les pourcentages, mais il semble que c'est autour de 10%. Si ça dépasse 10%, votre document ne doit pas être accepté. Actuellement, à l'université. Donc cette décision du gouvernement, elle oui, elle est à saluer. Elle est à saluer et vraiment, il faut vraiment qu'on y travaille. Il n'est pas rare d'entendre par le passé que, eh bien, il y en a qui avaient eu des diplômes. Ils ont déjà commencé par travailler avec ces diplômes-là et c'est après qu'on se rend compte que on les rappelle par rapport à ces diplômes frauduleusement obtenus. Alors, Abel Dako, je salue la décision du gouvernement. Oui. Il ne faut pas aller par quatre chemins pour le dire. Je salue la décision du gouvernement en ce sens que, et je trouve même que c'est venu un peu tardivement. C'est venu un peu tardivement à l'université d'Abou-Mikelavi. Dans certaines facultés, je vous en prie, nous avons connu des enseignants qui étaient des dieux, mais qui, au finish, on a découvert et qui terrorisaient les étudiants.
C'est des gens qui pouvaient dire aux étudiants au tel nom passera en année supérieure. Mais au finish, on a compris que c'était de gros tricheurs. Et il y en a parmi eux qui ont fui du Bénin. Alors où nous parlons, il y en a qui ne sont plus au Bénin parce que quand leur pot de rose a été découvert, ils ont dû prendre la poudre d'escampette. Alors, il faut qu'on évite de pareilles situations parce qu'on ne peut pas tricher avec le système éducatif. On ne peut pas tricher dans le système éducatif, ce n'est pas possible. Et vous savez, j'ai un directeur qui dit ceci, je le cite, je ne suis pas équiste, mais je crois en la loi du karma, fin de citation. Ce que vous faites aujourd'hui, vous fera demain. L'enseignement, vous savez, c'est comme la chirurgie. Lorsque vous apprenez à l'enfant à mal opérer, demain, c'est un spécialiste qui va mal opérer. Alors, Président Sarkodie, on parle dans l'opinion publique de la culture de la vertu. Êtes-vous d'avis? De la culture de la vertu. Ouais. Je n'ai pas compris. Pour les scientifiques. Oui, dans le cas de la lutte contre le plagiat. Bon, aujourd'hui, il faut amener les gens à plus se concentrer sur leur travail que d'aller plagier d'autres documents. Moi, je voudrais commencer par rendre un hommage aux scientifiques de notre pays, à ces chercheurs-là qui, avec peu de moyens, font beaucoup de choses. C'est un monde que j'ai pris du plaisir, je prends du plaisir à côtoyer. Et avec peu de moyens, ils font beaucoup de choses en termes d'innovation, en termes de recherche, en termes de résultats, en termes d'engagement même. Et parfois, il faut qu'ils aillent chercher les moyens ailleurs pour pouvoir produire des recherches sur ce qui nous concerne ici. Et pour ça, il faut quand même leur rendre hommage, les féliciter. Alors, venons maintenant au sujet. Par rapport au plagiat, c'est une réalité qu'il y a des gens qui font du plagiat. On ne peut pas le nier. Et décider maintenant d'y mettre fin. Moi, je comprends l'ambition du gouvernement, mais je pense qu'il peut y avoir un problème à cela. Oui, à l'université ou dans nos universités, il y a un conseil scientifique et c'est le conseil scientifique qui décide de ce que, tel document, par exemple, peut être autorisé, est crédible, on peut. Si on veut renforcer, on veut éliminer le plagiat, je pense que c'est cette institution-là qu'il faut renforcer. Ce n'est pas qu'il faut créer une structure, une autre autorité à part, un autre système à part, qui est en dehors du système scientifique pour évaluer le travail scientifique. Est-ce que c'est déjà pas bien aujourd'hui Non, la volonté de dire nous essayons de supprimer le plagiat, nous essayons de décourager le plagiat. Je suis totalement d'avis avec. Mais je me demande, la question que je pose, est-ce qu'il faut le faire en dehors du système scientifique ou il faut l'incorporer au système scientifique pour pouvoir lui permettre d'avoir une meilleure performance? Parce que quand la personne soutient, je vous rappelle qu'on est déjà pratiquement vers la fin. D'accord, permettez-moi. Quand la personne soutient sa thèse, même si après vous lui dites qu'il ne peut pas exercer le métier de l'enseignant au Bénin parce qu'il a fait du plagiat, il peut aller l'exercer ailleurs. Et ce sera avec une thèse obtenue au Bénin. Donc, le problème, c'est déjà à la base qu'il faut le régler. On vous aurait compris, peut-être, Sarkodie, le problème, c'est déjà à la base pour Abel Dako. Juste quelques secondes pour clôturer ce sujet et en même temps, cette émission. Non, il faut faire la chasse sans pitié. Rien ne peut expliquer ceci ou cela. Vous avez décidé d'être scientifique. Soit vous n'avez pas les moyens ou le pays dans lequel n'a pas suffisamment de moyens, vous y mettez à fond. Je le rappelle encore une fois, on ne peut pas tricher dans le domaine de l'éducation. Ce n'est pas possible. Un homme, une mission, des moyens. Soit vous avez choisi de le faire, vous n'avez pas les moyens, mais vous vous y mettez en les cherchant ailleurs, soit vous ne voulez pas être scientifique. Un mot pour conclure cette émission. Ça a été un réel plaisir de vous revoir, chers confrères. C'est un plaisir de partager ce plateau avec les autres confrères. À très bientôt. Sans servir à Guégué pour conclure cette émission. Oui, pour conclure, permettez-moi très rapidement, on a quelques secondes. Voilà,
fait, il n'est pas question forcément d'aller créer autre structure, mais de fournir des éléments, des outils de travail à ce comité scientifique pour mieux faire le travail à l'université. C'est ce que je crois comprendre. Et c'est important donc de le certifier. Alors, conclure donc cette émission, je pense qu'il est important de saluer vraiment tout ce qui se fait dans le pays. Et sur le dossier de CNHU, de dire que gardons notre calme, laissons ceux qui travaillent faire le travail. Et rappelons, n'est-ce pas, à ceux qui travaillent là, qu'ils ont signé un engagement, ils ont pris un engagement qu'ils se doivent donc de respecter. Mais aussi, de rappeler que faut pas qu'on attende forcément le bruit avant de commencer par communiquer. Je veux simplement demander au service de la communication de la maison de communiquer davantage sur les bienfaits, sur les naissances, sur les guérisons qui s'opèrent dans la maison, pour que aussi on commence par entendre d'autres sons de cloche qui émanent de la maison. Si vous ne dites pas bien ce que vous faites, les gens vous diront ce que vous ne faites pas. Voilà, merci Serge Aguegué pour des accordés. Oui, Juste si pour... vous ne dites pas ce que vous faites de bien, personne ne le dira à votre place, et c'est quand vous faites mal qu'on le dira. Donc, on pourrait bien demander au service de la communication du CNHU de faire un peu plus d'efforts pour qu'on sache ce qu'il se fait de bien dans cette maison-là. Par rapport au plagiat, je félicite le gouvernement pour cette décision. Pour moi, en l'incorporant au conseil scientifique, ça aura davantage en fait d'efficacité. Je voudrais, parlant de la recherche scientifique, inviter le gouvernement à opter pour un financement beaucoup plus intéressant. Je pense que si les gens ont suffisamment de moyens pour pouvoir faire de la recherche, on ne va même pas leur dire n'allez pas faire le plagiat, parce qu'ils ont les moyens pour aller chercher les résultats, en fait, produire les résultats. Merci beaucoup, chers amis. Je rappelle que vous étiez sur l'hebdo des éditos de ce dimanche, 16 octobre 2022. Je recevais pour cette émission Prudence Akondé, il est chroniqueur indépendant. J'en servais chroniqueur à la radio Maranatha, et bien évidemment Abel Tako, il est correspondant de Radio Liberté FM. Merci de nous avoir suivis. 3 sujets étaient au cœur de cette émission aujourd'hui. Le drame au CNHU, que comprendre, le projet de budget exercice 2023 qui a été transmis à l'Assemblée nationale, les grandes orientations. On n'a pas la prétention d'avoir abordé tous les pans de ce projet de budget. Bien évidemment, le système de détection du plagiat dans l'enseignement supérieur, qui est une initiative du gouvernement. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez également nous suivre sur l'ensemble de notre plateforme digitale, notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android ETélé Bénin. Merci de nous avoir suivis. ETélé, avec vous, pour vous.